Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un crime presque parfait. Une nuit de février 2018, les gendarmes de Beauchemaine sont alertés de la disparition d'Estelle Veneux. Pour son compagnon Badr Smati, l'incompréhension est totale. Mais pour les proches d'Estelle, le père de famille cacherait en fait bien son jeu. Avec moi, vous entendrez les voix d'Agnès et Émile Veneux, la mère et la sœur d'Estelle, celle de Frédéric, son meilleur ami, celle des avocats des deux parties et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Son temps libre, Badr Smati le passe sur les routes du Maine-et-Loire, à pédaler. L'homme de 33 ans est un coureur cycliste chevronné. Il va rouler quasiment tous les jours, tôt le matin, il fait de longues sorties. Il était vraiment quasiment un sportif de haut niveau. Seulement, comment imaginer que cet entraînement de champion ait pu lui servir à dissimuler un meurtre? Un crime presque parfait, sauf qu'un témoin inattendu y a assisté et va tout révéler. Je l'ai toujours dit, un jour il la flinguera, un jour il lui fera vraiment du mal. Il n'a pas admis en réalité qu'elle puisse être heureuse sans lui, il n'a pas accepté qu'il pouvait tout perdre. L'enfant a absolument tout vu. Elle dit à son père, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, non, t'inquiète pas, on joue, on s'amuse. Et la petite, à 6 ans, elle croit son père. Imaginez une petite fille de 6 ans. On lui dit, ta maman, tu la verras plus, ta maman. Mais plus jamais, même pas lui faire un dernier bisou. Je souhaite que cet homme-là pourrisse en enfer. Tout commence dans la soirée du 22 février 2018. Dans sa maison près d'Angers, Agnès attend l'arrivée de sa fille, Estelle Veneux. La jeune femme de 34 ans a prévu de passer la nuit chez sa mère, mais elle semble s'être volatilisée. Les heures passaient et je me dis, c'est pas possible, quand même, elle vient pas. Je lui dis, là, il y a un souci. Et puis au bout d'un moment, bien entendu, j'appelle ma fille et elle répond pas. Elle ne répond pas aux appels, elle ne répond pas aux SMS. Le dernier message de la part d'Estelle, précisément, c'est un texto dans lequel elle dit « Je fais un dernier câlin à ma fille et j'arrive ». Depuis ce dernier SMS à 19h15, aucune nouvelle. Ce silence complet d'Estelle, c'est vraiment totalement inhabituel. Ça m'inquiète. Là, maintenant, je me pose vraiment des questions. Vers 23 heures, Agnès téléphone au domicile de sa fille. Estelle Veneux vit à environ 10 kilomètres de là, avec son compagnon, Badr Smati, et leur fille de 6 ans. Badr, je l'appelle, je demande où est Estelle. Non, je vous assure, elle est partie, elle est pas là. Badr, lui, répond, non, j'ai pas de nouvelles, je sais pas où elle est. Maman, je l'ai au téléphone, elle me dit mais Estelle n'est pas là. Je dis attends, j'essaie de la joindre aussi, j'arrive pas à la voir. J'ai dû l'appeler une dizaine de fois, même plus encore. Je connais ma sœur, je sais, c'est pas possible. C'est pas son habitude de pas nous tenir informés, donc j'appelle la gendarmerie. Alertés, les gendarmes de la section de recherche d'Angers prennent aussitôt l'affaire au sérieux. Dès minuit et demi, ils se rendent au domicile du couple. J'ai dit à maman, va voir. Moi, je pouvais pas jamais, j'avais mes enfants à la maison, ils dormaient. Va vérifier, il y a la gendarmerie qui arrive. Ma fille me dit, maman, tu sais quoi, vaut mieux que tu te déplaces. On est arrivés en même temps. Les gendarmes frappent. Lorsqu'ils tambourinent à la porte, ils ont l'impression de réveiller Badr. Il était en caleçon. Comme s'il sortait du lit, hein. Franchement, comme s'il sortait du lit. Totalement hébété, le compagnon d'Estelle confirme aux gendarmes qu'elle n'est pas là. Il l'aurait vue pour la dernière fois en début de soirée, alors qu'elle rentrait du travail, avant de partir chez sa mère.
Ce qu'il explique, c'est que lui était avec Estelle et leur fille domicile, mais que devant dîner chez ses parents à lui, il est parti avec sa fille de son côté. Il a laissé Estelle seule chez eux vers 19h20, 19h30. Lui-même explique aux gendarmes être allé chez ses propres parents à lui, qui habitent à Angers. Et puis en fait, arrivé sur place, la petite a une crise de larmes, elle se sent pas bien, elle pleure tellement que finalement Bader décide de rentrer chez lui. Quand il était rentré, non seulement Estelle n'était plus là, mais sa voiture n'était plus là non plus. Il en a logiquement déduit qu'Estelle était partie, comme prévu. Où est passée la jeune mère de famille? Estelle n'a en théorie que 10 minutes de trajet en voiture pour aller chez sa mère. Alors, dans un premier temps, les gendarmes envisagent la piste d'un accident de la route. C'est des routes de campagne. Elle aurait pu en effet avoir une perte de contrôle ou je ne sais quoi, tomber dans un fossé. Donc les gendarmes vont faire une patrouille. Agnès va elle aussi participer aux recherches et sillonner les routes avec attention. En vain. Je vais doucement. C'est plein de virages. Je me dis, on ne sait jamais. Donc je regarde, je prends mon temps pour rentrer. Rien, je vois rien. Les gendarmes ne vont faire aucune constatation particulière, aucune trace d'Estelle. A priori, ça n'est pas ça. Elle n'a pas eu un accident. Estelle et son véhicule ont totalement disparu. Personne ne sait où est Estelle. Bon, je rentre à la maison, je rappelle ma fille. Je dis, toujours rien. Je comprends pas. Bon, ok. Et le temps passe. Et on a appelé Fred, son ami, on lui fait, tu l'as vu? Il fait, ah non, pas du tout. Frédéric est le meilleur ami d'Estelle. Lui aussi tente désespérément de la joindre. Et d'emblée, il a une intuition. J'ai essayé de l'appeler, j'ai envoyé un message aussi, mais pas de réponse et le téléphone était éteint. Et puis la sœur d'Estelle m'appelle, donc on discute et la conclusion qu'on a eue tous les deux, c'est lui. Il a certainement fait quelque chose. Bader, je le crois pas. Je le crois pas, j'ai toujours eu des doutes vis-à-vis de lui, j'ai jamais eu une confiance envers lui, donc non, je le crois pas. Bader, c'est lui. À première vue, ces accusations pourraient paraître hâtives. Mais vous allez voir qu'en se plongeant dans l'intimité du couple, tout porte à croire qu'à cause de son compagnon, Estelle Veneux aurait vécu un véritable enfer. Pourtant, 10 ans plus tôt, en 2008, rien ne laissait présager autre chose qu'une belle histoire d'amour entre Estelle et Bader. C'est un couple assez moderne. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Ils se sont rapidement rapprochés, rapidement installés ensemble. Dans la foulée, en fait, elle trouve son poste à l'Université catholique de l'Ouest. Lui, par la suite, il trouve aussi son emploi en CDI. Donc là, en fait, ils se posent tous les deux. Ils vont faire construire leur pavillon dans un petit quartier paisible à Bushman, pas très loin d'Angers, dans la périphérie d'Angers. Et après, très rapidement, ils vont décider d'avoir un enfant ensemble et une petite fille va naître de leur union en janvier 2012. Ma fille, je pense qu'à ce moment-là, c'était le plus beau jour de sa vie. Malheureusement, elle a été malade pendant plusieurs mois, mais c'était merveilleux. C'était vraiment, c'était son rêve le plus cher. Extérieurement, en effet, on aurait pu se dire, elle est heureuse dans sa vie privée. Ils incarnent une réussite totale en apparence. Sauf que derrière ce joli conte de fées se cacherait une réalité beaucoup plus sombre. Tout d'abord, le prince d'Estelle n'aurait rien de charmant. Il serait même bourré de défauts. C'était quand même quelqu'un qui était très radin. Estelle nous disait, oh là là, faut que j'aille faire des courses, ça va être compliqué, faut pas que j'achète ça, faut pas. Ça commençait à prendre de l'importance. Je me souviens que, maman, est-ce que tu crois que Mémé, elle peut me donner une parure douce de couette? Moi, j'en ai besoin. C'était pas facile pour Estelle.
Il a un caractère assez fort quand il est chez lui avec Estelle. Par contre, quand il est avec nous, c'est foot. Il devenait transparent. Lui, en fait, il allait s'isoler, il se met à l'écart, il participe pas en fait à la vie de famille quand on est tous réunis. Je ne l'ai jamais vu rire. Je l'ai jamais vu sourire. Je ne sais même pas la tête qu'il a quand il rit. La seule chose où il pouvait parler, c'était peut-être de son vélo à la rigueur, parce que bon, il faisait quand même beaucoup de vélo. Très sportif, Bader est en effet un champion local de cyclisme. Une véritable passion qui rythme le quotidien de toute la famille. Il va rouler quasiment tous les jours, tôt le matin, il fait des longues sorties. Il participe aussi à des courses. Il est connu pour ça dans la région. C'était pas Jacques Anquetil, mais il faisait les compétitions, il les gagnait. Il était vraiment quasiment un sportif de haut niveau. Et tout était calqué sur le vélo. D'ailleurs, pendant les vacances, elle voulait aller au bord de la mer. Et ben, ils sont partis à la montagne parce qu'il fallait qu'ils fassent du vélo et qu'ils montent des cols. Estelle ne choisissait jamais leurs vacances. Il choisissait le lieu de vacances pour qu'il puisse faire du vélo. Peu importe si ça plaisait à sa compagne ou pas. Peu importe si elle était heureuse ou pas. C'est un égoïste dans tous les sens du terme. C'était lui, lui et lui. Pire encore, l'homme serait non seulement égoïste, mais aussi, selon les proches du couple, un véritable tyran domestique, violent et méprisant envers sa compagne. Estelle me confiait tout. J'étais même des fois au téléphone, j'étais spectatrice au téléphone de leurs disputes. C'était gratuit, décidément aujourd'hui, t'es dégueulasse. Décidément aujourd'hui, dis donc grosse vache, qu'est-ce que tu fous là? Regarde, ça pendouille sous tes bras. C'est tous les jours, t'es grosse, t'es moche, t'es grosse, t'es moche. Heureusement que je suis là parce que personne ne voudrait de toi. C'était une suite de reproches. Elle pouvait passer le week-end dans l'angle d'une pièce, accroupie en train de pleurer parce qu'il l'avait insultée pendant des heures. Les mots qu'il a employés pour Estelle, je pense qu'un être humain n'a pas le droit d'être traité comme ça. Ces mots d'horreur, comme j'ai entendu ma fille me le dire là à ce moment-là, non. Les mots font mal. Donc Estelle a été beaucoup dégradée, il l'a beaucoup dégradée par ses paroles, par ses mots. Et au bout d'un moment, ça se voyait sur son visage, elle s'éteignait. Contre l'avis de ses proches, Estelle choisit pourtant de rester avec celui qui agirait comme un véritable bourreau. À chaque fois, il se faisait toujours pardonner, puis bon allez, c'est le père de ma fille, bon, on va réessayer. Elle pense toujours, pour sa fille, c'est mieux que le cocon familial soit maintenu et qu'elle puisse continuer à vivre avec son papa et sa maman. Quand il sent qu'elle essaye de s'éloigner, il sait aussi redevenir quelqu'un de tout à coup très gentil, quelqu'un qui est dans le regret, dans les excuses. Et dans ces phases-là, Estelle me disait, mais s'il reste comme ça, mais moi c'est la personne que je veux, je suis parfaitement bien avec lui. Ma fille nous le disait, ça va s'arranger, ça va être mieux. Il y a un moment où ça ira mieux. Et dès que, on va dire, elle baissait la garde, hop, il retombait dans les reproches. Donc c'était vraiment une emprise en réalité. Et loin de quitter Bader, Estelle va plutôt chercher à faire taire les critiques sur son physique. 3 ans et demi avant sa disparition, elle se met au sport et petit à petit, elle se métamorphose. Mais cette décision a une conséquence plus inattendue. La jeune femme commence à couper le cordon avec son compagnon. Elle s'est du coup inscrite à la salle de sport qui est juste à côté de son travail. Et c'est là, en fait, où elle a eu un déclic. Elle a rencontré des copines, son meilleur ami. Le sport, pour Estelle, c'était un exutoire en réalité. C'était une manière de s'évader complètement. Elle était beaucoup plus épanouie. Elle avait une vie sociable, Estelle. Son visage a changé, son sourire a changé. Elle était heureuse, comme si vous aviez un papillon. Et puis après, hop, le papillon éclore et puis vous voyez, Estelle, c'était ça. C'était superbe. Mais dès qu'elle rentrait chez elle, c'était fichu. En effet, Bader ne verrait pas d'un très bon œil l'émancipation d'Estelle. Ces derniers temps, selon leur entourage, il aurait même renforcé son emprise sur elle.
Il était jaloux et de toute façon, il voulait pas qu'Estelle ait une vie extérieure. Fallait vite qu'elle rentre. Si à telle heure elle terminait le travail, elle savait qu'à telle heure, fallait qu'elle soit à la maison. Il fallait pas qu'elle traîne. Elle était traquée. Il a installé dans son téléphone portable un outil qui lui permet de géolocaliser Estelle. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, quand elle n'est pas avec lui, il sait exactement où elle est. Quand on sortait de la salle de sport, il passait en vélo devant la salle de sport. C'était une manière de vérifier qu'elle était bien là-bas, de ne lui laisser aucune liberté. Elle s'est sentie à un moment donné vraiment prisonnière. Elle me l'a dit. Un jour, Estelle était tombée malade et elle était sous antibiotiques. Elle a fait « Mimi, tu sais pas ce qu'il m'a fait là ? Il a pris mes antibiotiques, il les a tous écrasés. Il a dit comme ça, tu guériras pas. Non, je veux pas que tu guérisses en fait. » Une fois, ils étaient à table tous les deux. Il lui a renversé un bol de soupe sur la tête. Encore pour rabaisser l'autre. C'est pas seulement un coup de colère, c'est l'humiliation de la femme par le tyran. Un cap a été franchi. C'est finalement 3 semaines avant sa disparition, à l'occasion d'un week-end en famille, qu'Estelle va avoir le courage de rompre avec Bader. On a décidé en fait de tous s'offrir un week-end à Center Park. On avait préparé la logistique vraiment à l'avance avec Estelle, toutes les deux on avait fait ça. J'avais fait les courses, etc. Et je lui ai dit écoute, tu me rejoins à la maison parce que j'ai tellement de choses à prendre que dans ma voiture ça tient pas. Et lui, il n'avait pas décidé ça du tout. Monsieur avait décidé de partir de son côté avec Estelle et leur fille et qu'on se rejoigne là-bas. Et j'ai dit mais non, c'est pas possible. J'ai dit venez m'aider parce que je peux pas tout faire. Ça n'a pas été comme lui voulait. Donc il est parti de Bushman en faisant la tête. Déjà, ça a commencé mal. Ils arrivent à la maison, et moi j'arrive pour lui dire bonjour. C'était tout de suite un doigt d'honneur. Un doigt d'honneur. Il sort pas de la voiture, il vient pas nous dire bonjour, ni à moi, ni aux enfants, à personne. Pendant tout le séjour, Bader se serait ainsi montré odieux avec tout le monde, et surtout avec Estelle. Il l'a pourri en fait, j'utilise ce mot-là parce qu'en fait il l'a complètement épuisé ce week-end-là, mais épuisé. Il lui pourrissait en fait chaque moment de bonheur en famille. Bader, comme à son habitude, a tout gâché. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le mauvais comportement de trop. Elle dit là ça y est, j'en peux plus. Et je lui dis c'est quoi t'en peux plus, c'est quoi ta décision? Et là dans sa tête c'était fait. Là elle a dit faut que je me sépare, j'en peux plus. Et voilà pourquoi le soir de sa disparition, Estelle allait passer la nuit chez sa mère. Pour la jeune femme, la séparation est une renaissance. La rupture, en réalité, moi, quand j'ai vu Estelle, c'était une bouffée d'oxygène pour elle. J'ai vu le soulagement de ma fille. Elle m'a dit, maman, qu'est-ce que je suis bien. Et c'est la première fois depuis qu'elle est adulte, depuis qu'elle était avec cet homme-là, que je la trouvais sereine. Et je me suis dit, ouf, enfin elle va vivre. Elle va vivre. C'est ce que je me disais. D'après les proches d'Estelle, Bader n'aurait pas accepté la rupture. L'ex-compagnon veut à tout prix la reconquérir, au point de lui faire subir un véritable harcèlement. On retombe dans les vieux schémas, on change complètement de comportement, on devient la personne parfaite, idéale, etc. On commence à faire des cadeaux. Ça a été des envois de bouquets de fleurs le jour de la Saint-Valentin. Il lui a promis qu'il changerait, il lui a promis que ça irait mieux. Il l'appelle tout le temps. Des messages. On entend toujours le petit bip qui sonne. C'est Bader. Toute la journée. Ça pouvait atteindre les 15-20 fois dans la journée sans problème. Après, ça a été aussi du chantage au suicide. Il lui a dit, tu vois, je peux pas vivre sans toi. Et il la faisait culpabiliser à longueur de journée. Estelle était très déterminée. Et moi, j'étais fière de ma fille à ce moment-là. T'as réussi à partir. Bravo. Estelle résiste aux appels désespérés de Bader. Seulement, le soir de sa disparition, sous la pression de son ex-compagnon, la jeune mère de famille va finir par se rendre dans leur maison. Le jour des faits, c'est Bader qui a la garde de son enfant et Estelle n'a pas vocation ce jour-là à la voir. Sauf que, à plusieurs reprises dans la journée, il va lui évoquer
de manière extrêmement insistante le fait que l'enfant est un peu malade. Dans l'après-midi, il lui a envoyé 50 SMS, je crois, et 30 appels téléphoniques en l'espace de 2h30, 3h. Donc c'est pour ça qu'elle est passée voir sa petite le jeudi soir. Je lui ai dit, ne rentre pas toute seule. Ne rentre jamais, ne mets plus les pieds dans la maison. Et je l'ai toujours dit, un jour il la flinguera. Un jour il lui fera vraiment du mal. Il faut que tu fasses vraiment très attention parce qu'il y a des personnes qui ont tué pour beaucoup moins que ça. Elle m'a dit à un moment donné, maintenant rassure-toi, je sais le gérer. Et évidemment, c'est une vraie mère, Estelle. On lui dit que sa fille est malade, elle accourt. Alors forcément, tous les regards se tournent maintenant vers l'ex-compagnon. Le couple était en train de se séparer. Bader s'est montré à la fois violent, possessif, jaloux. Et si elle a disparu, il y a un problème, et le problème, il vient de Bader. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'était lui. C'est tout. Le lendemain matin, Bader Smati est entendu comme témoin par les enquêteurs. D'emblée, l'homme rejette les accusations des proches d'Estelle Veneux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas de main morte. En fait, Monsieur Smati, il a toujours contesté avoir eu la moindre violence, qu'elle soit physique ou verbale, vis-à-vis d'Estelle. Ce qu'il a expliqué, c'est qu'il est arrivé qu'il y ait des situations de joute verbale dans ce couple. Il l'a pas contesté, mais selon lui, c'était quelque chose qui arrivait rarement. C'était vraiment des chamailleries purement ponctuelles. Cet épisode-là du fameux bol, il lui a renversé un bol de soupe sur la tête. C'était un jeu, quoi. En fait, c'était un jeu comme on peut se lancer un verre d'eau à la figure entre gamins pour rire. Mais c'était pas dans un registre de violence ou de faire mal. Pour lui, tout cela, c'était de l'invention de cette famille, avec un petit fond de racisme. Il a toujours eu l'impression, à tort ou à raison, que sa belle famille n'acceptait pas ses origines maghrébines. Non seulement Bader Smati ne serait pas un homme violent, mais en plus, à l'entendre, il n'aurait aucune raison de s'en prendre à la femme de sa vie. Face aux gendarmes, Bader, il va décrire la relation du couple, il va décrire la séparation, mais en disant que finalement, ça se passe très bien. Il dira qu'il est toujours attaché à Estelle et que lui, il n'a pas voulu cette séparation. Et comment, dans ces conditions-là, imaginer qu'il ait pu lui faire le moindre mal? C'est la mère de ma fille, j'ai des sentiments pour elle, etc., etc. On ne fait pas de mal à quelqu'un qu'on aime et avec qui on a envie de se mettre en couple. Et puis, il faut dire que depuis la visite des gendarmes dans la nuit, Bader Smati ne ménage pas ses efforts pour tenter de retrouver l'élu de son cœur. Toute la nuit, il va envoyer des messages à Estelle Veneux, il va tenter de l'appeler en lui disant qu'il s'inquiète, en lui demandant pourquoi elle ne donne pas de nouvelles. Il va écrire à certains de ses amis en leur disant « Estelle a disparu, je sais pas où elle est, il faut nous aider ». Il va même lancer un appel à témoins sur Facebook en mettant une photo d'Estelle. Voici le message que Bader a posté sur son profil Facebook. Sa famille et ses amis proches sommes sans nouvelles d'Estelle depuis qu'elle a quitté notre maison. Merci de partager et surtout de donner la moindre nouvelle, même qui semble insignifiante. Je vous en supplie. C'est un message de panique, en réalité, où il demandait à qui connaissait Estelle ou qui avait pu la voir de le contacter. Il est vraiment très inquiet de la disparition de sa compagne. Bader Smati disposerait même d'un alibi qui semble imparable. Il avance un autre argument, c'est le fait que leur fille était présente dans la maison le soir de la disparition. Il a sa fille avec lui en permanence. Toute cette journée, toute cette fin de journée, toute cette soirée, toute cette nuit. Donc imaginez dans ces conditions-là qu'il ait pu faire du mal à Estelle, alors qu'il a la charge de cette petite, c'est inenvisageable. Mais Bader a beau essayer de se défendre, tout paraît suspect aux yeux des proches d'Estelle. Même son appel à témoins sur Facebook. C'est bizarre, ils sont séparés.
Et là, il utilise des mots comme quoi ils sont toujours ensemble. Il y a quelque chose qui va pas dans ce qu'il écrit. Il pouvait écrire et envoyer les messages qu'il voulait. C'était pas crédible. Quand j'ai parlé aux gendarmes, je leur ai dit en effet, pour moi c'était lui, c'est tout, et pas autre chose. Je me rappelle tout le temps la réponse du gendarme m'avait dit sans preuve on ne peut pas accuser. Et je lui avais répondu peut-être, et pour moi j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, la preuve que les gendarmes attendent ne va pas tarder à se manifester. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Estelle Veneux. Dans la seconde partie, vous allez découvrir qu'un témoin inattendu va faire basculer l'enquête. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Estelle Veneux, vous allez découvrir qu'un témoin inattendu va faire basculer l'enquête. Avec moi, vous entendrez les voix d'Agnès et Émile Veneux, la mère et la sœur d'Estelle, celle de Frédéric, son meilleur ami, celle des avocats des deux parties et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. En fait, tout s'est joué quelques heures plus tôt, au lever du jour. Angoissée d'être sans nouvelles de sa sœur, Émilie a pris les choses en main. Moi, je dors pas de la nuit jusqu'à 6h du matin où j'appelle mon frère, je dis écoute, on y va. Émilie et mon fils me disent écoute, on va aller au domicile de Bader parce que va falloir qu'on trouve quelque chose, c'est pas possible. On y va, je dépose mes enfants pour qu'ils soient amenés à l'école, on file. Une fois sur place, pendant que Bader fait le tour de la maison avec le frère d'Estelle, la petite fille du couple âgée de 6 ans va faire une confidence à sa tante. La petite descendait, super contente de me voir. Ah, tati, puis elle dit, faut que je te dise un truc. Elle me dit, le cadre, il est tombé, le cadre photo est tombé. Et c'est là que je lui dis, tais-toi. Et je dis, chut, j'y parle plus maintenant. Parce que j'ai compris ce qui s'était passé, j'y parle plus. Ça fait tilt, en fait, dans sa tête. Elle se dit, mais elle est en train de me dire un truc vachement grave. Et en même temps, Bader était pas loin, donc elle lui fait chut. C'est toi. On en parlera tout à l'heure. C'est lorsque Bader part pour être auditionné par les enquêteurs qu'Émilie va en profiter pour garder l'enfant avec elle. La petite, t'inquiète, il y a pas de souci, elle reste avec moi, elle est pas toute seule. Et là, mon frère part à la gendarmerie avec Bader. Et dès que Bader est parti à la gendarmerie, Émilie va appeler les gendarmes. Je les ai au téléphone et je dis, écoutez, il s'est passé quelque chose, ma nièce commence à me raconter des choses. Donc ils m'ont dit, écoutez, amenez-la. Donc je l'amène. Et c'est là où elle dit tout. Elle va être entendue par la PAPED. C'est un service spécialisé dans l'audition des mineurs. Il faut avoir un certain tact, utiliser d'autres mots avec des enfants, surtout de cet âge de 6 ans. Avec ces mots d'enfant, la petite fille va alors faire une terrible révélation aux enquêteurs. Voici ce qu'elle déclare. En fait, il y a quelque chose qui me gêne. Papa est monté sur maman pour la faire dormir sur le canapé. Après, il l'a mise dans les toilettes. La petite fille raconte aux gendarmes une scène que Bader Smati n'avait pas lui racontée. Elle part d'une dispute. Elle va décrire que sa mère va se retrouver allongée sur le canapé. Son père va monter sur sa mère et qui va faire des gestes sur elle. Et à un moment, elle dit d'ailleurs, in situ, elle dit à son père, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, non, t'inquiète pas, on joue, on s'amuse. Et la petite, à 6 ans, elle croit son père. Puisque papa dit qu'on s'amuse, c'est qu'ils doivent s'amuser. La petite fille, elle raconte aussi qu'elle a vu son père traîner sa mère au sol, en la tirant. Et en la traînant, en fait, le corps d'Estelle Veneux bouscule un meuble, une photo tombe de ce meuble, et en fait, c'est une photo d'Estelle Veneux. Le cadre photo, c'est le cadre photo qui est tombé à l'entrée quand son père a traîné sa maman par les bras pour l'emmener jusqu'aux toilettes. Et elle dit à la fin de son audition, on est parti dîner chez les grands-parents, mais on n'est pas resté longtemps, et quand on est revenu, maman n'était plus là.
Horrifiés, les gendarmes comprennent que cet enfant de 6 ans aurait assisté, sans le réaliser, à une scène de crime. Quand la petite dit « Papa est monté sur maman pour la faire dormir sur le canapé », à mon avis, c'est relativement clair. C'est-à-dire que faire dormir, il était en train de la tuer. Elle a assisté à la mort de sa mère. Cette scène est particulièrement sordide. J'étais dans une salle en train d'attendre et au bout d'1 heure, en fait, le gendarme ressort, il a dit on a tout. Aussitôt, aux yeux des gendarmes, Bader Smati passe du statut de témoin à celui de coupable. Placé en garde à vue, il ne reste plus qu'à obtenir ses aveux. Dans un premier temps, il continue à contester. Il ne va pas s'écrouler du tout. Et à un moment donné, les gendarmes décident d'abattre leur atout. L'atout, c'est la déposition de cette petite fille de 6 ans. Alors là, je pense qu'il réalise que c'est terminé. Il comprend qu'il est pris et qu'il peut plus nier et qu'il peut plus parler de disparition et il finit par passer à table. Il avoue qu'il a tué Estelle Veneux. Et voici comment, selon ses déclarations, Bader Smati aurait éliminé et fait disparaître le corps d'Estelle Veneux, sa compagne et la mère de leur fille de 6 ans. Le 22 février 2018, vers 19h, l'homme explique qu'Estelle allait partir de la maison, mais elle aurait provoqué une dispute à propos de la garde de leur enfant. Selon lui, il y a une déclaration du genre « De toute façon, je vais faire tout ce qu'il faut pour que tu ne vois plus ta fille ». Lui explique qu'Estelle Veneux est devenue hystérique. Et elle lui aurait mis une claque. Ce qui aurait provoqué qu'une sorte de bagarre. Elle serait devenue une furie. Et lui, les choses vrillent dans sa tête. Il la pousse sur le canapé. Il s'est retrouvé au-dessus d'Estelle Veneux. Il a pris l'écharpe qu'elle portait autour du cou. Et il serre, et il serre, et il serre. Il décrit ce qu'il voit. Estelle a la langue qui sort de la bouche, a les yeux, semble-t-il, révulsés. Il a vu Estelle, lentement, perdre conscience à bout de souffle. Mais à l'entendre, Bader n'aurait pas compris tout de suite l'issue fatale de son acte. Il, je cite, n'était plus lui-même. Il était sous l'emprise d'une colère qui a fait qu'il ne s'est rendu compte de la gravité de son geste qu'une fois qu'Estelle ne bougeait plus. Selon Bader Smati, il n'avait pas l'intention de tuer sa femme. Pour lui, c'est pas un meurtre. C'est un accident. Une fois revenu à ses esprits, Bader Smati aurait délibérément choisi l'impensable, dissimuler son crime. Voici ce qu'il déclare. Là, je me suis rendu compte que j'avais fait une énorme bêtise. Je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai décidé de faire disparaître le corps. Il va tirer le corps et cacher le corps d'Estelle provisoirement dans les toilettes pour éviter que leur fille ne puisse la voir ainsi étendue sur le canapé. Et ensuite, il va installer sa fille dans la voiture, dans son siège auto, avec une tablette. Il va aller récupérer le corps d'Estelle, il va le charger dans le coffre. A priori, la fille ne s'en est pas rendue compte. Elle était sur sa tablette, elle était concentrée sur autre chose. Ensuite, il prend la route. Bader Smati aurait alors roulé en direction de l'île de Béhuard, à environ 10 minutes en voiture de son domicile. Et donc il va faire le trajet avec sa fille sur le siège arrière, le cadavre de sa compagne dans le coffre. Au cours de ce trajet en voiture, Bader va adresser un SMS du téléphone d'Estelle en direction du téléphone d'Agnès, sa mère. Or, souvenez-vous, à 19h15, ce soir-là, Agnès a reçu un SMS d'Estelle lui annonçant qu'elle aurait du retard.
Maman, je fais un dernier câlin. Ma fille est malade. Elle n'ira pas à l'école demain. Je reste lui faire un gros câlin et je rentre. Donc en réalité, ce dernier signe de vie qui était analysé par Agnès comme étant celui de sa fille, eh bien c'est Bader Smati qui va l'envoyer. Il rassure la mère. En fait, il retarde le déclenchement des recherches. Une fois sur l'île de Béhuard, Bader Smati aurait garé sa voiture sous ce pont, au plus près de la Loire. Avant d'accomplir un nouveau geste impardonnable, jeter à l'eau le corps inerte d'Estelle, sans que leur fille ne se rende compte de rien. Il va lui choisir sa petite musique d'enfant préférée, mettre cette musique d'ambiance dans la voiture, parce qu'il faut occuper cette petite. En même temps que lui sort du véhicule, ouvre le coffre, se saisit du corps. Et là, il va se débarrasser de ce corps comme d'un vulgaire objet. La Loire, il y a énormément de débit. Le corps va tomber dans les fonds, va être poussé pendant des kilomètres et des kilomètres. Au moment où il le jette, il est persuadé que le corps sera englouti par les eaux. Mais ce n'est pas fini. Bien plus tard dans la soirée, une fois rentré chez lui, Bader aurait décidé de faire disparaître la voiture d'Estelle, juste après l'appel téléphonique d'Agnès, vers 23h. La maman d'Estelle Veneux qui s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille. Ce coup de fil, en fait, il permet de prendre conscience à Bader Smati que, en effet, les gens commencent à s'inquiéter et que s'il veut faire croire à cette disparition, il faut que la voiture d'Estelle Veneux disparaisse comme Estelle Veneux a disparu. Le compte à rebours est lancé. Bader doit agir sans perdre de temps avant que la famille d'Estelle n'alerte les gendarmes. Sa fille dort profondément, elle s'est endormie. Et là, donc, il va s'habiller en tenue de sport, une tenue de cycliste. Il prend la voiture d'Estelle Veneux et il roule vers Béhuard. Il retourne au même endroit, là où Estelle Veneux a été jetée dans l'eau. Il y a une petite pente, il lui suffit de la pousser, elle tombe dans l'eau. La voiture dérive un peu et puis finit par s'enfoncer dans les eaux glaciales. Et là, il va rentrer au pas de course. Grâce à sa bonne condition physique, le champion cycliste, muet en coureur de fond, aurait mis moins de 25 minutes en pleine nuit pour parcourir les 5 kilomètres jusqu'à chez lui. Juste à temps. Cette rapidité, ça l'a sauvé en fait le jeudi soir. Pour quelques heures évidemment. Parce qu'en fait, Bader Smati, il explique qu'à peine rentré chez lui, donc il enlève sa tenue de sport, il la met dans la machine à laver, et quelques instants après, il y a les gendarmes qui toquent à la porte. S'il avait mis 10 minutes ou un quart d'heure de plus pour rentrer, il était déjà foutu. Bader Smati aurait accompli le crime quasi parfait, à un détail près, un détail qu'il aurait négligé. L'enfant a absolument tout vu. Probablement, il partait du principe que s'il avait vu quelque chose, elle lui en aurait parlé. Or, elle lui en a pas parlé, elle en a parlé à Émilie. Ironie du sort, Bader prétend que toute cette mise en scène, c'était justement pour le bien-être de son enfant. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à ma fille. Déjà que j'avais brisé sa vie, je voulais sauver ce qui pouvait l'être. Comme elle venait de perdre sa mère, il fallait pas non plus qu'elle perde son père, et donc il a quand même ce talent de nous dire qu'il fait ça finalement pour la préserver elle. C'est, je veux dire, c'est complètement hallucinant. Ça va quand même très loin. Pour la mère et la sœur d'Estelle, l'annonce de la mort est un supplice insoutenable. Non seulement il l'a étranglé, mais en plus il l'a jeté dans la Loire. Mais quoi? C'est pas possible. Non, on vient un cauchemar. Et puis il arrive un moment où les gendarmes, ils nous disent, je dis, mais où elle est ma fille? On sait pas où elle est. On s'en veut parce qu'on se dit, à un moment donné, j'ai vu les choses et j'ai pas fait.
J'ai pas réussi à sauver ma sœur. La sœur d'Estelle m'a appelé en me disant « Il a avoué et elle est plus là. » Je suis désolé. Et lui qui disait qu'il adorait sa fille, soi-disant, on peut pas faire ça devant elle. C'est pas possible. Imaginez une petite fille de 6 ans. On lui dit « Ta maman, tu la verras plus, ta maman. Mais plus jamais, même pas lui faire un dernier bisou. » On lui dit « Maman, elle viendra plus. Parce que maman, elle est morte. Parce que c'est papa qui l'a étranglée, maman. » C'est un monstre qui a fait ça. Je souhaite que cet homme-là pourrisse en enfer. Ça, c'est sûr. Mais le cauchemar est loin d'être fini. Car les recherches des enquêteurs ne vont pas permettre de retrouver tout de suite le corps d'Estelle. Les gendarmes vont sonder la Loire et c'est dans ces conditions-là qu'après un travail très long, le véhicule va être retrouvé près de 15 jours après le meurtre d'Estelle. Elle est par 6 mètres de fond, donc il y a des plongeurs qui récupèrent cette voiture. On la sort du fleuve. On sait pas pourquoi, on est passé à ce moment-là. Et la voiture, il la relève. Et nous, on tourne la tête. Et puis c'est la voiture de ma fille. On court après les gendarmes, on veut voir si dans le coffre il y a Estelle. J'ai dit, je vous en supplie, dites-moi si vous l'avez retrouvée, seulement si vous l'avez retrouvée. Et au bout d'un moment, on nous dit, non, elle est pas dans le coffre. Et c'est seulement un mois plus tard, le 8 avril 2018, que l'insupportable attente va prendre fin. Je reçois un coup de fil un dimanche d'une personne de la gendarmerie qui me dit « on l'a retrouvée ». C'est un promeneur qui a par hasard retrouvé un corps. À une quarantaine ou une cinquantaine de kilomètres de Béhuard. Et je dis « vous êtes sûr que c'est elle ?» Il fait « le corps parle de lui-même ». C'était les chaussures, c'était les vêtements, c'était le piercing qu'elle avait au coin de la lèvre. Il a dit « c'est elle ». On a quand même eu quelque part une chance, c'est qu'on a retrouvé Estelle. Du coup, Estelle, on a fait une sépulture à la hauteur de la belle personne que c'était. Les proches d'Estelle tentent de faire leur deuil. Mais la colère gronde toujours à l'encontre de Bader Smati. Car il ne croit pas à son histoire d'étranglement par accident. Il n'a pas appelé les secours. Il est qui pour dire qu'elle était décédée à ce moment-là? C'est qu'il n'avait surtout pas envie qu'elle revienne à elle. C'était juste impossible que ce soit par accident. Les experts, tous, diront qu'il ne peut pas dire cela, puisque au moment d'exercer cette force, on n'est pas dans l'acte pulsionnel de quelques secondes. Étrangler quelqu'un pour lui donner la mort, c'est entre 1 minute et demie et 2 minutes de strangulation intense. Compter 2 fois 60 secondes, c'est très long. C'est très long. En 2 minutes, on a le temps de se dire je suis en train de faire une connerie et je vais m'arrêter. Ça remet en cause complètement les aveux de Bader. Donc on se dit s'il a menti là-dessus, il a menti sur tout. En effet. Souvenez-vous, le soir de sa mort, Estelle s'est précipitée au chevet de sa fille, qu'elle pensait malade. Or, ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Il n'y a pas de justificatif médical. On a appelé le médecin, nous on a quand même essayé de vérifier. Est-ce qu'il a été à la pharmacie? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien du tout. Je pense pas qu'elle était si malade que ça. Il a appelé Estelle en lui faisant croire que la petite était malade. Une manière de l'attirer chez lui. Donc ça ressemble à un guet-apens, cette histoire, quand même. 1, il jette le corps. 2, il retourne pour jeter la voiture. Je retrouve la panique là-dedans. Je vois plutôt une personne qui sait très bien ce qu'elle fait. Donc préméditation, oui. Tout était tellement planifié que on se dit c'est pas possible que ce soit sur un coup de tête, c'est pas possible. Alors, Estelle Veneux serait-elle tombée dans un piège tendu par son ex-compagnon?
La suite des investigations semble le confirmer. En perquisition, les gendarmes vont fouiller partout, évidemment, et dans le garage, ils vont trouver une sorte de pense-bête écrit de la main de Bader. C'est une liste numérotée avec des verbes, donc des actions, 8 actions de ce qu'il faut faire, point par point. Aller, faire, nettoyer, jeter, rentrer. Donc 8 points essentiels qui signent en fait son crime. On peut imaginer que c'était une liste écrite à l'avance qui prévoyait ce qu'il faudrait faire pour se débarrasser du corps une fois que Estelle Veneux serait tuée. Ultime détail, et pas des moindres. Selon les proches, la date du crime ne devrait rien au hasard. Les faits se sont déroulés le 22 février 2018 et en réalité, le lendemain, Estelle avait rendez-vous dans une agence immobilière. Elle avait rendez-vous en fait avec un agent immobilier pour mettre en vente la maison. Et ça, je sais très bien que c'était quelque chose que lui ne voulait pas. On avait parlé et elle m'avait dit, je sais que c'est quelque chose qui va énormément le déranger parce que ça va lui montrer que je suis décidée. Là, Bader s'est rendu compte que définitivement, elle ne reviendrait pas. La vente de la maison, ça veut dire que c'est terminé. C'est totalement insupportable pour Bader de voir cette jeune femme qui était sa chose lui échapper. Il s'est dit, ça y est, je la perds. Zut. Je perds ma proie. Mince. Il n'a pas admis en réalité que Estelle puisse continuer sa vie, qu'elle puisse être heureuse sans lui. Il n'a pas accepté qu'il pouvait tout perdre. T'es pas avec moi, tu seras plus avec personne. Pour les proches, tout semble limpide. Et pourtant, un rebondissement inattendu va relancer l'enquête. Selon les médecins légistes, en réalité, la jeune femme n'est pas morte par strangulation. Estelle Veneux, elle est morte par noyade. Ce que Bader Smati avait expliqué, c'est qu'il l'avait étranglée. Les analyses médico-légales disent non. Elle a respiré dans l'eau, elle s'est noyée. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'elle était vivante quand elle a été jetée dans l'eau. Mais contre toute attente, la version de Bader Smati serait compatible avec les conclusions de l'autopsie. Elles disent en effet que la noyade a provoqué la mort, mais elles disent que la strangulation a provoqué des dommages irréversibles. Quand le corps de cette jeune femme est mis à l'eau, de toute façon, elle est déjà dans un état végétatif. Estelle Veneux n'était pas morte quand elle a été plongée dans la Loire, mais elle allait mourir. Les blessures qu'elle avait subies à cause de la strangulation étaient trop graves. Et puis, coup dur pour les proches d'Estelle. L'enquête va également conclure que Bader n'a pas prémédité son crime. En réalité, on n'a pas la preuve formelle que lorsqu'il fait venir Estelle à la maison, c'est dans le but de la tuer. Et puis cette liste, lui dit plutôt qu'il l'a écrit une fois qu'il a eu tué Estelle. Donc s'il écrit cette liste après avoir tué Estelle, c'est pas un élément de préméditation. Je trouve ça un petit peu gros, on va dire. J'ai du mal un petit peu de m'imaginer que c'est pas quelque chose de prémédité. Vu tout ce qui s'est passé, vu tout ce qu'il lui a fait subir, je comprends pas qu'on n'ait pas pu en fait l'acter. Placé en détention provisoire, Bader Smati est mis en examen pour meurtre par conjoint. Sa fille est confiée à la famille d'Estelle. Les proches de la victime ne sont pas au bout de leur peine, car au procès, l'accusé ne va rien lâcher. Le 2 février 2023, 5 ans après les faits, Bader Smati se présente devant la cour d'assises d'Angers. Il encourt la prison à perpétuité. Je l'ai regardé, il m'a fixé. J'ai pas baissé la tête, j'ai pas baissé les yeux. Il a fini par détourner son regard au bout de quelques secondes. J'étais surpris en réalité par rapport à son comportement durant le procès parce que aucune émotion, zéro, rien. C'était dur, je vais pas vous dire que c'était pas dur, c'était très très dur. D'autant que l'accusé continue de nier absolument tout ce qui lui est reproché.
Il n'a jamais reconnu être insultant, être dénigrant, être humiliant à l'égard d'Estelle. Et il est toujours resté dans la même version. Il l'aurait étranglée et tuée sans intention de le faire. C'est la version qu'il a toujours donnée depuis la première minute où il est passé aux aveux. Parfois, avec certains accusés, on a une sorte de compassion ou de compréhension. Là, il y a une distance. On n'est pas ému par Bader Smati. Il présente des excuses, mais les proches n'y voient pas beaucoup de sincérité. Ça a été difficile de dire pardon à tout le monde. J'ai pas besoin d'excuses de sa part. De toute façon, le mal est fait. Il a tué ma fille et qu'il aille en enfer. C'est tout. C'est alors qu'un témoignage accablant va faire basculer une première fois l'audience. Celui d'une ex-petite amie de Bader, encore traumatisée par leur relation. Elle avait été séquestrée et elle avait été violée. C'était horrible. Lui, il a toujours contesté. Il a toujours dit que c'était de la fabulation, que c'était une vision fausse de leur relation. Enfin, il l'a jamais admis. Au moment où elle témoignait, on avait l'impression qu'elle revivait les choses. Tellement d'années après. C'était glaçant. Ça a été perturbant. Tout ce que décrivait cette jeune femme, la famille d'Estelle avait le sentiment que probablement c'est ce qu'Estelle avait aussi subi. Elle avait des airs de ma fille. C'est un meurtrier, c'est un pervers narcissique, c'est un manipulateur, c'est un monstre. L'autre moment attendu du procès, c'est bien sûr le témoignage de la fille du couple. Désormais âgée de 10 ans, la petite orpheline va bouleverser la cour d'assises. Elle a raconté à la fois ce à quoi elle avait assisté et a raconté l'impact que ça avait eu sur sa vie et sur celle de sa famille. Elle nous a répété de nombreuses fois, mais j'ai rien pu faire pour maman, j'étais trop petite, j'ai pas pu l'aider, j'ai pas pu la sauver. On a envie de lui dire en fait à cette petite fille que voilà, elle n'a pas culpabilisé. Elle a vu son père tuer sa mère. On est obligé d'être pris d'empathie pour elle. Ce qu'elle a dit devant tout le monde, ça nous a tous accrochés là. C'est une grande jeune fille que j'ai vue. Une grande jeune fille. Son point de vue, c'est qu'elle est son père. Elle le déteste. Elle dit qu'aujourd'hui, elle ne lui pardonnera jamais ce qu'il lui a enlevé, qu'elle ne veut plus jamais le voir. Et elle a été capable de l'exprimer à l'audience. Au terme de 3 jours de procès, les jurés rendent leur décision. Un jugement net et sans appel. Bader Smati a été condamné à la peine de 30 années de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 18 années. La peine de 30 ans est quand même assez importante. On la retrouve pas dans tous les homicides volontaires. Il est possible, voire probable, que le témoignage de la fille ait pesé dans la balance. Il lui impose la vision de son acte criminel. Et ça, à mon avis, les jurés, ils ont pas supporté. Et puis, dans un second temps, la cour d'assises a décidé de retirer l'autorité parentale au père et de la confier à la tante maternelle, à Émilie. Pour la famille d'Estelle, c'est enfin le soulagement après des années de douleur. Mon bébé. Mon bébé. On s'est tous battus. Je suis contente. Je suis contente aussi pour ma fille, qui est au ciel, bien entendu. Oui, je suis contente. Je suis encore un peu émue parce que c'est bouleversant. On attend ça depuis 5 ans et je pense que c'est à la hauteur de ce qu'il mérite. Après son procès, Bader Smati va respecter le souhait exprimé par sa fille. Il choisit de ne pas faire appel. Il s'est rendu compte que, oui, de toute évidence, cette petite fille nourrissait une colère importante. Ce qu'il nous a indiqué, c'est que pour lui, c'était ça la pire des sanctions. Les années de prison sont une chose, le fait d'avoir perdu sa fille, c'est ce qui le fait le plus souffrir. En tout cas, c'est ce qu'il nous a exprimé. Mais pour les proches d'Estelle Veneux, malgré la condamnation définitive de son meurtrier, son absence
laisse toujours un vide immense. C'était vraiment une belle personne. C'est pour ça que c'est compliqué d'accepter. Nous, en fait, on s'arrête pas à une peine. Moi, tous les jours, j'ai pas ma sœur. J'ai perdu l'une des personnes que j'aimais le plus au monde. Et elle me manque. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Estelle Veneux. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui dépasse l'entendement. Le 24 mars 2022, sur les rives du lac Léman, 5 membres d'une même famille tombent de leur balcon situé au 7e étage d'un immeuble cossu. S'agit-il d'un accident, d'un suicide ou quelqu'un les a-t-il poussés? Avec moi, vous entendrez les voix d'Ibrahima, un voisin de la famille, celle de Jean-Christophe Sautrel, commissaire de police, celle de Vincent Derouan, porte-parole du ministère public du canton de Vaud, et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Montreux, en Suisse, au bord du lac Léman. Ce 24 mars 2022, il est 6h45 du matin dans ce quartier cossu de la cité cosmopolite, lorsqu'Ibrahima fait une découverte terrifiante en regardant en bas de son immeuble. J'étais au balcon, j'étais en train de boire mon café tranquillement parce que je suis lève-tôt. Et j'ai vu 2 personnes allongées au sol, au beau milieu de la route. Pour moi, dans un premier temps, ça m'a paru comme si c'était du spectacle, comme si on tournait un film, c'était des mannequins qui étaient vraiment au milieu de la route. C'est en descendant au rez-de-chaussée que je me suis vraiment rendu compte de la gravité de la situation. J'ai vu les personnes allongées au sol, au milieu de la route, on voyait le sang couler. Dans la rue, sur l'asphalte, gisent 5 corps inanimés qui auraient fait une chute vertigineuse. On a vraiment 5 personnes qui sont tombées d'un balcon au 7e étage. 5 corps qui se sont écrasés au pied de l'immeuble. En réalité, ces 5 personnes font partie d'une même et seule famille française. Éric David et son épouse. Plus loin se trouvent les corps de leurs 2 enfants, Mathéo, 15 ans, et Léa, 8 ans. Puis, celui de leur tante. Ce que je vois exactement, ce qui était près de moi, c'était 2 dames. Et c'était des sœurs jumelles. Elles étaient en tenue de nuit, en fait, des pyjamas. J'ai vu la petite et son papa. Ils étaient déjà morts. C'était pas beau à voir. Mon état était indescriptible, je vous le dis franchement. Mes larmes m'ont coulé. Ces images-là, ça reste dans la tête. Pas évident. 3 adultes et 2 enfants. Comment cette famille entière a-t-elle pu se jeter dans le vide? Voici l'énigme d'une chute libre invraisemblable aux frontières du crime et de la folie. Les personnes se sont lancées dans le vide, les unes après les autres, avec des fois jusqu'à près d'1 minute entre 2 personnes. Il n'y a pas eu un cri. Ils sont tombés dans le plus grand silence. C'est fou. Le monsieur, il a fait Polytechnique. Polytechnique, c'est pas rien, en fait. Et puis, les 2 jumelles, c'est des médecins. C'était une très très bonne ophtalmo et j'aurais jamais pu imaginer ça, en fait. On avait un appartement qui était fermé. Un suicide collectif, pour les adultes, je veux bien. Pour les enfants, c'est un peu plus compliqué. D'emblée, les policiers se précipitent au 37 avenue du Casino, au pied de l'immeuble de 7 étages.
Les témoins qui ont vu la scène et qui ont été en présence des victimes ont immédiatement appelé la police. La police est arrivée très très rapidement. Ils étaient là vraiment les minutes qui ont suivi. Les premières constatations sont glaçantes. C'est bien l'impact avec la chaussée qui a tué les membres de cette famille. Clairement, ils étaient vivants et en bonne santé avant de sauter. Mais aussi fou que cela puisse paraître, au milieu de l'horreur, après une chute de 25 mètres, le fils aîné a survécu. Très rapidement, les services de secours constatent que une des 5 victimes est encore en vie. Le jeune garçon, en fait, on s'est rendu compte qu'il était encore vivant. La police qui était en train de faire le massage cardiaque, en fait. Il y a un miraculé dans cette histoire. Il a été d'une part ralenti par un arbre, un palmier, qui a ralenti sa chute, et il s'est écrasé sur le corps à la fois de sa mère et de sa tante, qui a amorti le choc. Et du coup, il est dans le coma, mais il n'est pas mort. Il est donc pris en charge et emmené à l'hôpital où il est soigné. On a sous les 5 victimes 4 personnes qui sont décédées et une personne qui est en vie. Dans la paisible ville de Montreux, c'est l'effroi. Ça reste un événement très émotionnel. Les gens qui étaient présents dans le quartier, dans la région, étaient fortement impactés par ce qui s'est passé. Je suis vite remonté à la maison, mais dans un état pas possible. Parce que j'ai aussi une petite fille qui a son âge à peu près. Voir des drames pareils, c'est quand même un choc. Le 24 mars au matin, j'arrive à la rédaction, d'un coup boum, on voit le communiqué de la police vaudoise qui dit qu'il y a une famille entière qui est tombée du 7e étage d'un appartement à Montreux et qui sont quasiment tous morts. Et j'étais le premier journaliste en fait à être au pied de l'immeuble. Il y avait déjà les rubalistes partout, les tentes blanches, la police, les pompiers, les ambulances. C'est terrible. Alors, que s'est-il passé ? Cela est d'autant plus surprenant que la famille d'expatriés n'a a priori aucune raison de sauter du 7e étage. Depuis une quinzaine d'années, le couple formé par Eric et Nasrine filait le parfait amour. C'est à Paris qu'ils se sont rencontrés pendant leurs prestigieuses études. Eric David, il fait Polytechnique. Et pendant ses études, il rencontre Nasrine, qui, elle, était étudiante en médecine. Ils vont se marier à la mairie du 16e en 2005. Ils vont avoir un premier enfant qui naît assez rapidement après le mariage, puis un deuxième enfant. Le couple décide alors de partir en Suisse. D'abord à Genève, puis à Montreux, où Eric David dirige depuis son domicile une entreprise florissante. Le père de famille, Eric David, il est informaticien. On voit qu'il a un parcours brillant, qu'il a bossé pour l'État français. Le monsieur, il a fait Polytechnique. Polytechnique, c'est pas rien, en fait. Et puis, les 2 jumelles, c'est des médecins. Une épouse dentiste et une belle-sœur ophtalmologue. Enola était l'une des dernières patientes de la spécialiste des yeux, réputée dans toute la région. Et c'est à la télévision qu'elle va apprendre la terrible nouvelle. Ils avaient montré une photo d'elle et avec son nom, donc j'ai su comme ça que c'était elle. Elle était très très à l'écoute, très empathique et elle allait vraiment au bout des choses et on voyait qu'elle faisait ça avec passion et que c'était vraiment un métier qu'elle aimait. La sœur, on se rend compte qu'elle avait une position de grande responsabilité au HUG, au hôpital universitaire de Genève. Elle avait un parcours brillant puis qu'elle était aussi une ponte dans son domaine. Bonjour à tous, je suis la doctoresse Nargis Ferraoun-Gama, je suis une des chefs de clinique du service d'ophtalmologie des hôpitaux universitaires de Genève. Je vais vous présenter un cours sur les uvéites. On va discuter de ces inflammations à l'intérieur de l'œil. J'ai commencé les soins avec la doctoresse à l'âge de 13 ans, suite à des problèmes de migraine ophtalmique. On a mis longtemps à trouver ce qui me soulageait le plus au niveau des yeux. Et de fil en aiguille, mes migraines ont disparu et le port des lunettes aussi. Elle était très très bienveillante. C'était une très très bonne ophtalmo et si elle n'était pas décédée, je serais encore chez elle à l'heure actuelle.
C'était effectivement des gens très bien diplômés en France, qui avaient fait des super écoles, et le père, et la maman, et sa sœur jumelle, tout le monde. On a 2 médecins et un polytechnicien qui se sont écrasés au sol avec leurs enfants. Personne ne comprend ce qui s'est passé au départ. On s'est dit, mais comment c'est possible? Sur le moment, quand j'ai appris ça, ça m'a choquée. Qu'est-ce qui a pu se passer? Honnêtement, je n'en sais rien. J'aurais jamais pu imaginer ça, en fait. Mais même encore maintenant, impossible à réaliser. L'enquête des policiers suisses débute. Et très vite, ils ont le sentiment d'être face à une affaire hors norme, qu'ils vont avoir bien du mal à résoudre. Les enquêteurs vont exclure aucune hypothèse. Donc forcément qu'on va chercher le plus large possible. 5 personnes qui tombent par la fenêtre, qui sautent par la fenêtre. Ça pouvait être un incendie. Et ils ont, comme au World Trade Center, sauté par la fenêtre pour fuir les flammes. On a pensé que ça pouvait être le balcon qui s'était effondré, c'est arrivé. Il n'y a pas de cause apparente, pas d'incendie, pas d'explosion, pas d'événement extérieur. On a très peu d'éléments. L'intervention d'un tiers, par exemple, qui aurait poussé les victimes, est tout à fait envisagée aussi au début. À Montreux, au bord du lac où on est dans des milieux très aisés, des familles bourgeoises souvent, on peut imaginer une attaque. On a pensé que ça pouvait être une agression qui a mal tourné et ces gens ont eu peur et ont sauté par la fenêtre. Seulement là encore, ça ne colle pas. Car d'après les premières investigations, au moment du drame, il n'y avait personne d'autre que les membres de cette famille dans l'appartement. On a constaté que, en fait, l'appartement était fermé à clé. Donc, ils ont dû faire revenir des nacelles pour passer depuis le balcon, en fait, pour accéder à l'appartement. Assez vite, on s'est rendu compte qu'on était sur un événement qui s'était passé entre ces 5 personnes, sans intervention d'un tiers, à huis clos. Incroyable. C'est forcément l'un des membres de la famille qui serait à l'origine de cette catastrophe. Et d'après les caméras de surveillance du casino, cela pourrait être Éric David, le père. On n'a pas d'image de ce qui s'est passé sur le balcon, par contre on a des images de la chute qui nous permet d'être très précis sur l'ordre et sur le timing dans lequel cet événement s'est déroulé. Il y a d'abord eu la sœur jumelle qui saute en premier, la maman en deuxième, la fille en troisième, le fils, puis le père en dernier. Tout ceci dans un intervalle de 5 minutes environ. Et cet ordre de passage-là, forcément, ça a généré des suspicions, parce que c'est celui qui organise tout, en toute logique, qui saute en dernier. Malgré son profil de haut fonctionnaire, Éric David aurait-il jeté tous les membres de sa famille dans le vide avant de lui-même sauter du 7e étage? Cela paraît complètement fou. À partir du moment où ça vient pas d'une agression extérieure, évidemment, on soupçonne le père d'avoir précipité sa femme, sa belle-sœur, ses 2 enfants avant de se suicider. Un peu à la Xavier Dupont de Ligonnès, il tue tout le monde et il disparaît. Le père, qui un peu ontologiquement est toujours le premier suspect, parce que c'est le père de famille, c'est certainement celui qui a le plus de force physique, est-ce qu'il n'aurait pas poussé d'autres personnes? Est-ce que ce serait lui qui a tout manigancé? Si tout le monde imagine le père de famille comme l'organisateur de ce suicide collectif, ce n'est pas par hasard. Dans le voisinage, le polytechnicien n'était pas vraiment apprécié. Personnellement, j'ai croisé le monsieur, mais ça devait être soit janvier ou février. En fait, moi, je partais et puis lui, il revenait, il avait des courses dans les mains et il était en short. Ça interpelle un peu. On est encore en hiver et croiser quelqu'un en short, ça, voilà. Je me suis tourné, je l'ai regardé. Éric David, le père, il disait pas vraiment bonjour, il était un peu froid, distant. Et ce n'est pas tout. D'après les commerçants du quartier, le haut fonctionnaire pouvait se montrer impulsif et violent. Éric David a déclenché une bagarre dans un bar à Montreux quelques jours avant le drame. Il y a un petit bar à cocktail situé en face de chez eux où il a eu un incident
pour un problème de paiement. En fait, il avait dû prendre une consommation, il y avait pour moins de 20 francs suisses, et il voulait payer avec sa carte bleue. Or, il est stipulé qu'on n'accepte pas de paiement en dessous de 20 francs suisses par carte bleue. Toujours est-il que ça a dégénéré, il a pété un plomb, et il a alpagué le serveur, bon, le patron les a séparés. Enfin, il y a eu un geste de violence qui est pas anodin. Le scénario à la Dupont de Ligonnès paraît crédible. Mais en perquisitionnant l'appartement de la famille David, là encore la piste ne va pas faire long feu. Et c'est là qu'on se rend compte que dans l'appartement, sur le balcon, il n'y a pas de trace de lutte. Ça reste une situation qui est particulière. On a 3 adultes, 2 enfants. On n'a pas d'indice qui montre qu'il y a eu de la contrainte ou de la violence. Il n'y a eu aucune trace de blessure autre que celle de la chute sur les corps. Le fait aussi, c'était un truc qu'on a pu se demander à un moment, est-ce qu'ils ont été drogués par le père? Il y a eu des analyses toxicologiques réalisées à l'Institut médico-légal et il n'y a rien dans le sang et ni dans les viscères des victimes. Il y a un faisceau d'indices convergents qui tendraient à dire que non, on ne peut pas suspecter le père d'être à l'origine de tout ça. L'enquête repart à zéro. Alors, comment Eric, son épouse, sa belle-sœur et ses 2 enfants de 15 et 8 ans ont-ils pu s'écraser sur le bitume? Pour les policiers, il ne reste qu'une seule solution. Et elle est effroyable. Les enquêteurs vont finalement arriver au scénario qui est retenu, cette hypothèse du suicide collectif. Un suicide collectif, ça fait peur. On a une famille, en l'occurrence, 5 personnes. C'est terrible d'imaginer qu'un adolescent de 15 ans et qu'une fillette de 8 ans sautent du 7e étage et mettent fin à leur jour ainsi. Pour les adultes, je veux bien. Pour les enfants, c'est un peu plus compliqué. C'est des choses qu'on peut difficilement s'imaginer. Vous vous rendez compte, c'est des personnes sensées, c'est des personnes averties, qui étaient à l'abri du besoin. Donc que ces personnes-là aillent dans ces situations extrêmes, on se posait 1000 questions, hein, franchement. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre. La famille, a priori modèle, se serait-elle suicidée avec ses enfants? Et si oui, pourquoi? Comment imaginer un scénario aussi horrible? C'est en se plongeant dans les habitudes des expatriés que les policiers vont faire des découvertes surprenantes. Le quotidien au bord du lac Léman était bien moins idyllique qu'il n'y paraît, et la famille avait un mode de vie très particulier. On a pu assez rapidement établir que vivait dans cet appartement le papa, son épouse, les 2 enfants et la sœur jumelle de l'épouse. La sœur jumelle habitait dans notre immeuble, il y avait le nom sur la boîte. La famille, le couple et les enfants, tout le monde vit ensemble. Et à entendre le voisinage, il n'y a pas qu'Éric David qui rasait les murs. C'est toute la famille qui vivait recluse. Quand ils sont arrivés dans l'immeuble en 2019, ils étaient dans un premier temps très convivial avec leurs voisins. Ils avaient offert des chocolats, des choses comme ça. Et en réalité, ça a été le seul geste que cette famille a fait. Après, ils se sont enfermés chez eux, ils n'en bougeaient plus. Ils ne recevaient donc personne et ils vivaient en autarcie dans cet appartement. Bon, lui, c'est un informaticien, donc il passait ses journées et une partie de ses nuits devant son ordinateur. Il travaillait plutôt à domicile. Seules les femmes avaient des relations professionnelles vers l'extérieur, sinon le reste de la famille vivait en vase clos. Il y a des rumeurs sur le fait que parfois ça leur arrivait au milieu de la nuit de sortir tous ensemble, toujours tous ensemble, se promener pendant de longues heures. On a des gens qui vivaient de manière extrêmement discrète, qui sortaient plutôt la nuit, le soir, quand il y avait peu de monde, en limitant au maximum les contacts avec l'extérieur. Donc on a une famille qui vit en marge de la société. Les enfants non plus ne quittent jamais l'appartement et vivent comme coupés du reste du monde. Les enfants, ils n'étaient pas scolarisés. Ils recevaient des cours à la fois de leurs parents et de leurs tantes. Ils veulent tout contrôler eux-mêmes. Ils font de l'école à domicile d'abord avec le fils.
Et ensuite, avec la petite fille qui naît donc juste avant qu'il déménage en Suisse. Le fils, il n'avait pas d'enfant de son âge avec qui passer du temps. Il était tout le temps dans cet appartement. Qu'on ne sache, il n'avait pas de hobby non plus. Donc il était uniquement dans le cercle familial et enfermé dans ce fameux appartement, cette boîte noire au 7e étage de cet immeuble montreusien. Et d'ailleurs, curieusement, la petite fille n'a jamais été déclarée aux autorités suisses. La fille de la famille a 8 ans et elle est sous les radars. En Suisse, la scolarisation à domicile est légale, elle est assez répandue. C'est quelque chose qui est encadré dans le sens où voilà, les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants par eux-mêmes à la maison, mais il peut y avoir un contrôle qui se fait. Et justement, ce matin du 24 mars 2022, les autorités suisses sont venues s'enquérir du niveau scolaire du fils aîné, Matteo. À 6h du matin, on a 2 gendarmes qui sont arrivés au domicile de cette famille. Ils devaient aller s'assurer que l'enfant bénéficie d'une scolarisation qui est équivalente à celle qu'il aurait en étant dans une école officielle. Eric David demande qui c'est, et les autres répondent de l'autre côté de la porte, c'est la gendarmerie. Et à partir de là, plus de son, plus d'image. Rien. Ils attendent, ils retoquent, toujours pas de réponse. Et c'est à ce moment-là que tout va se jouer. C'est à ce moment-là que ils vont aller sur le balcon, tous ensemble, ils sont en pyjama. Donc ils dormaient en réalité quand la police est arrivée, quand la gendarmerie est arrivée, ils dormaient. Et c'est là qu'ils vont sauter les uns après les autres jusqu'au dernier. C'est au même moment, pendant que les gendarmes étaient derrière la porte, que le drame s'est produit et que les personnes ont chuté depuis le balcon. Prise au piège face à ce contrôle inopiné des forces de l'ordre, la famille aurait-elle mal réagi, au point de se jeter du balcon? Peut-être ils ont eu peur en réalité qu'on vienne chercher l'enfant, qu'on le place tout simplement, qu'on l'enlève de sa famille. Ils avaient probablement aussi peur qu'à ce moment-là, on allait découvrir qu'il y avait une petite fille. La police qui vient frapper à la porte, qui va comprendre ce qui s'est passé, qui va établir que la fille était là en situation irrégulière, ça a certainement eu un impact. L'hypothèse qu'on fait, c'est que le fait que la police intervienne dans leur vie est un élément déclencheur. Seulement, au vu des sanctions encourues par la famille David, ce suicide paraît totalement disproportionné. Il risquait quasiment rien. La police vient frapper à la porte pour amener la personne, le père, la maman, à la préfecture. Mais c'est quelque chose de très simple. Il aurait dû payer peut-être 5 000 francs. Tout ce qui restait, c'était une simple amende. C'était quelque chose d'absolument anodin. C'est pas une raison pour sauter d'un balcon du 7e étage. Et ce n'est pas le seul élément qui cloche. Car la famille David ne semble pas avoir d'envie suicidaire. Surtout pas la tante des enfants. Ophtalmologue joviale et toujours au service des autres. C'était une dame qui était toujours souriante, qui était très joyeuse et qui avait pas de signe de peur en fait. On a beaucoup parlé de l'école de médecine, qui est moi mon objectif depuis que j'ai 4 ans. Il m'a toujours encouragée dans mon parcours. Il y a rien qui aurait pu montrer un signe en fait, rien du tout. Mais surtout, la doctoresse luttait pour le bien-être des enfants dans les médias locaux. Voici un extrait d'une interview à la radio où elle alerte sur les dommages que peuvent causer les consoles de jeux sur les plus jeunes. Nous accueillons la doctoresse Nargis Gama Feraoun. Bonjour. Bonjour. Évitez, si possible, l'exposition aux leds. Les tout jeunes enfants de 4 ans qui jouent pendant des heures avec les smartphones ou les tablettes de leur père, il faudrait dire à nos enfants de ne pas rester collés devant un écran LED, mais déjà se mettre un petit peu plus loin. Ça va être difficile. Ça, c'est clair. Comment imaginer que cette professionnelle de la santé participe au suicide de ses propres neveux? Nous avons pu contacter l'ex-mari de Nargis au téléphone. Avant son divorce, il a vécu en Suisse avec toute la famille et selon lui, ce suicide collectif est inconcevable. La famille avait des tendances suicidaires? Non, pas du tout.
s'il n'y avait pas les faits, je me dirais que c'est pas possible. C'est quand même bizarre. C'est dur à croire, et surtout les enfants. Il était extrêmement surpris de ce qui s'était passé. C'était pas quelque chose qu'on pouvait imaginer en les connaissant depuis quelques années. Rien ne colle. Et pourtant, les enquêteurs suisses vont avoir une preuve que la famille David se serait bel et bien donné la mort. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire des inconnus du lac. Dans la seconde partie, vous allez découvrir les raisons qui ont poussé les membres de cette famille à commettre l'impensable. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de ce podcast consacré à l'affaire des inconnus du lac, vous allez découvrir quelles raisons ont poussé cette famille discrète à commettre l'impensable. Avec moi, vous entendrez les voix d'Ibrahima, un voisin de la famille, celle de Jean-Christophe Sautrel, commissaire de police, celle de Vincent de Rouen, porte-parole du ministère public du canton de Vaud, et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. D'après les témoins sur place le matin du drame, la terrible chute s'est déroulée dans un silence de cathédrale. Un des arguments les plus lourds, c'est qu'il n'y a eu aucun bruit, ni avant le saut, ni pendant la chute. On est à l'extérieur, sur un balcon, il y avait des personnes qui étaient présentes au moment où la chute s'est déroulée. Cette gamine de 8 ans précipitée dans le vide par 25 mètres, on peut imaginer qu'elle crie, on peut imaginer qu'elle pleure. Ils n'ont pas crié, ils se sont pas débattus. C'est d'attraper un môme de 15 ans qui va à l'école et qui a des copains partout, on lui dit tiens tu sautes par la fenêtre, il sautera jamais. Si on veut le faire sauter, il faut le prendre et le jeter par la fenêtre. Il va hurler, il va se débattre, il va vous mordre, vous griffer, vous taper, enfin, là, il n'y a rien de tout ça. Incroyable. Tout laisse penser que les 3 adultes et même leurs 2 enfants se seraient jetés dans le vide délibérément. Et ce n'est pas tout. Tout semble avoir été prévu pour faciliter les sauts mortels. Sur le balcon, on a un escabeau qui a facilité le passage par-dessus la balustrade. Donc, tous ces indices-là, finalement, accréditent la thèse d'un suicide collectif et volontaire de la part de tous les membres de la famille. La thèse du suicide, c'est la seule hypothèse possible en réalité. Ils sont délibérément montés sur l'escabeau, un par un, et ils ont sauté. Poum, poum, poum. Le tout en 5 minutes. C'est fou. Et c'est comme ça. Alors pourquoi cette famille entière se serait-elle suicidée? En fait, il y aurait un mouton noir dans cette famille. Nasrine, la mère. C'est à cause d'elle si tous les 5 se sont expatriés hors de France. Car dès le début de ses études, la dentiste a connu beaucoup d'échecs. Nasrine, elle, depuis la fac, on l'appelait Miss Catastrophe. Elle était nulle en travaux pratiques. Chirurgien dentiste, c'est quand même extrêmement minutieux. Il faut être très habile de ses mains. Du coup, elle a fait que des catastrophes. On décrit Nasrine comme un peu froide avec ses patients, difficile, gros caractère. Des parents de ces patients qui étaient la plupart des enfants ou des adolescents se plaignent qu'elles traitent mal leurs enfants. Il y a eu un enfant qui a eu la mâchoire déformée à vie. Donc elle a eu 20 plaintes auprès de l'ordre des dentistes et elle est suspendue de ses fonctions pendant 6 mois. Punie par ses pairs, la dentiste déchue décide de s'exiler en Suisse avec toute sa famille. Mais une fois de l'autre côté de la frontière, son passé finit par la rattraper. Nasrine exerçait en Suisse, puis ensuite elle a arrêté de travailler parce que son autorisation de pratiquer lui a été retirée. C'est à cause de cette interdiction de pratiquer qui avait lieu en France. Il a fallu le temps pour que les autorités françaises transmettent le document aux autorités suisses, et c'est ce qui a fait qu'elle a arrêté de travailler. Mais Nasrine a beau avoir un genou à terre, elle n'en reste pas moins une forte tête qui domine toute la famille.
Ce serait même encore à cause d'elle que l'ex-mari de sa sœur a divorcé. S'il s'est séparé de Nargis, c'est principalement à cause de cette relation très très forte et excluante aussi de ses deux sœurs jumelles. En effet, à entendre l'ex-époux, les deux femmes étaient indissociables. C'est sûr que le lien entre les deux jumelles était vraiment super fort. Dans mes souvenirs, Nargis, s'il y avait le moindre désaccord, sa sœur a raison, les autres ont tort. Les deux sœurs jumelles sont complètement fusionnelles. Elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre et il faut qu'elles aient des activités communes. Ce qui fait qu'elles imposent à leurs maris respectifs leurs exigences. Donc les week-ends, on les passe tous ensemble, les vacances, on les passe tous ensemble. Alors forcément, lorsque Nasrine et sa famille vont s'exiler en Suisse, sa sœur et son mari partent avec eux. Donc nous voilà avec deux couples et deux enfants. Ils habitent dans le même appartement. Le résultat était qu'on n'avait pas notre appartement à nous, qu'on n'avait pas suffisamment d'intimité. Comme Nargis avait des astreintes, du coup les jours d'astreinte, on prenait un hôtel près de l'hôpital pour qu'elle puisse être plus près du bureau, et là on n'était que tous les deux. Et Eric, il restait avec Nasrine. Dans cette famille, on ne faisait rien sans que ce soit validé par Nasrine. Mais à force de tout diriger, Nasrine franchit la ligne jaune, jusqu'à s'immiscer dans le lit du couple de sa sœur. Nargis voulait pas d'enfant. Quand je lui demandais quand sera le bon moment, il disait qu'elle sait pas, mais c'est pas maintenant. Alors je sais pas si c'était Nargis qui voulait pas d'enfant ou Nasrine qui lui disait que c'était pas le bon moment, ou si ça venait des deux. Et finalement, le couple avançait pas. Au bout d'un moment, ça commence un petit peu à le fatiguer. Et du coup, il va poser un ultimatum à Nargis en lui disant, bon écoute, en gros, c'est ta sœur ou moi. Mais là, c'est plus possible. Et chose hallucinante, l'épouse a préféré l'abandonner pour rester avec sa sœur. Il n'y a rien à faire, de toute façon. Sur la question directe, sa réponse était non. J'étais pas la priorité. La priorité, c'était sa sœur. La réponse a été assez claire, ils ont divorcé, et d'ailleurs, ils se sont plus jamais revus. Nasrine, c'est elle qui porte, excusez-moi l'expression, mais c'est elle qui porte la culotte. Eric était plus docile que moi, plus effacé. Nasrine influençait les autres, ça c'est sûr. La vraie chef, c'est Nasrine. Désormais, pour les enquêteurs, si le clan a trouvé la mort, c'est forcément sous l'impulsion de la mère de famille. D'autant qu'ils vont faire une autre découverte, déconcertante. Contrainte de cesser toute activité professionnelle en Suisse, la dentiste était rentrée dès 2016 dans la clandestinité. Nasrine s'était fait domicilier au Maroc. Elle avait retiré son prénom de la boîte aux lettres de l'immeuble pour mettre à sa place le prénom de Nargis, qui était donc sa sœur. Ce qui fait que Nasrine n'avait pas d'existence officielle. Il y a comme un déclic. Elle développe une sorte de paranoïa. Elle pense que tout le monde est contre elle. Et elle commence aussi à développer une méfiance très très grande envers les autorités. Et vous allez le voir, Nasrine ne s'est pas arrêtée là. La mère de famille, paranoïaque, aurait même transformé sa tribu en véritable secte. Lors de la perquisition, les policiers suisses ont découvert des tonnes de nourriture que la famille se faisait livrer quotidiennement. Ils avaient dans leur appartement collectionné énormément de biens, de denrées alimentaires. Des pâtes, des gâteaux, des boîtes de conserve. Il y a un voisin qui a fait une photo de ce paquet de colis et il y en avait des vingtaines par jour qui arrivaient. D'ailleurs, quand les gendarmes sont entrés dans l'appartement, ils ont trouvé les congélateurs pleins à craquer. 7 sacs de 35 kilos de surgelés, de quoi tenir pendant des mois, si ce n'est des années.
Il semblerait que la famille se préparait à survivre à un siège, comme si elle craignait l'imminence d'un événement dévastateur. La première question qu'a posée Éric David lorsqu'il s'est installé dans cet immeuble, dans cet appartement, c'est s'il existait un bunker, un abri anti-atomique dans les sous-sols de l'immeuble. Même pas banal comme question. C'est sûr que ça montre qu'ils étaient dans un état d'esprit où ils avaient peur qu'une catastrophe allait arriver. Et évidemment, la pandémie mondiale du Covid à partir de 2020 n'a rien arrangé. La police, sur analyse du matériel informatique, ils savent que cette famille consultait des médias à tendance complotiste, qui incitaient les autres à ne pas mettre de masque, à ne pas se vacciner, aussi à croire que le Covid n'existerait tout simplement pas, ou bien aurait été créé par Bill Gates. Le Covid, déjà, ça fait peur, ce virus, on ne sait pas à quel point c'est dangereux. Ensuite, il y a les autorités qui nous imposent le confinement à tout plein de règles. Pour une famille qui se méfie des autorités, tous ces éléments-là font qu'ils vont encore basculer beaucoup plus dans une phobie, en fait. Ils se retirent de plus en plus de la société. On découvre une famille qui vit en autarcie, qui s'est enfermée en fait dans une sorte de réalité parallèle. C'est absolument effarant, en fait, de se rendre compte que des personnes issues de tels milieux, de tels cursus sombres, c'est des gens qui se sont eux-mêmes enferrés dans quelque chose d'hyper flippant. C'est vraiment une dérive sectaire, mais sans secte. La secte, c'est eux, en fait. Ça relève de la psychiatrie. Ils n'avaient aucune raison, en habitant à Montreux, en Suisse, de faire des stocks de centaines de kilos de nourriture, de ne pas sortir de la maison. Donc au final, tout est irrationnel. Alors, cette famille se serait-elle jetée dans le vide par peur de la fin du monde ? L'idée d'un suicide collectif semble pourtant incompatible avec le portrait d'une famille en quête de survie. Comment est-ce qu'on peut se préparer d'une manière aussi engagée dans un espoir de survie et tout à la fois passer à l'acte du suicide? On ne prévoit pas un suicide collectif simplement parce qu'on a peur du monde extérieur. C'est pas une raison pour sauter d'un balcon du 7e étage. Mais il y aurait peut-être une autre explication. Car si aucune lettre d'adieu n'a été retrouvée dans l'appartement, en revanche, la mère de famille avait laissé des romans en guise de testament. Reclus chez elle, l'ex-dentiste s'était lancé dans l'écriture à compte d'auteur. La mère, en fait, publiait des romans de science-fiction qui faisaient référence à un ordre mondial qui contrôle, en fait, les sociétés. Dans le premier livre, elle décrit comment des extraterrestres envahissent Paris, envahissent la Terre. La Terre s'est rendue le 17 mai 2065, sans condition. Tout cet avenir est parti en fumée dès l'annonce de l'invasion. Les chances de survie de notre groupe étaient très faibles. Pour augmenter la sécurité, j'avais cloisonné notre organisation au maximum. J'avais instauré comme règle qu'un résistant capturé devait être considéré comme mort. Et ce qui est très frappant dans ces livres, c'est comment elle voit des traîtres partout et comment elle décrit aussi les autorités d'un ton très très négatif. Elle dit que les autorités sont nulles, qu'ils nous protègent justement pas de ces ennemis extraterrestres. Et elle se crée un alter ego qui s'appelle Simon Novida, qui doit monter la résistance. Et c'est lui avec son armée secrète qui ensuite sauve la Terre. Or, étrangement, les fictions de Nasrine semblent faire écho à la réalité. Le personnage principal se sacrifie à la fin pour sauver le monde. Ça montre l'état d'esprit dans lequel se trouvait la maman et probablement aussi tout le reste de la famille. Cette ambiance où on pense que tout le monde autour, c'est des ennemis,
et où on pense aussi qu'il faut se sacrifier, qu'il faut partir, qu'il faut mourir. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont aussi trouvé dans les téléphones des membres de la famille des conversations évoquant clairement le passage à l'acte. Cette principale information, c'est que c'était prémédité. Il y a eu des répétitions, plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois avant. Tout le monde savait ce qu'il devait faire. L'ordre était prévu aussi, l'ordre de départ. On dit aux enfants dans quel ordre en fait on va sauter de ce balcon. C'est assez fou. Et chose inimaginable, la famille aurait peut-être provoqué volontairement la visite des policiers le matin du drame. La raison pour laquelle ils arrivent là, c'est que le père n'a plus donné de nouvelles par rapport à l'école à domicile de son fils. Évidemment, si la famille ne répond pas, ça inquiète les autorités qui, au bout d'un moment, envoient les gendarmes. Ce qui ressort de l'enquête, c'est que ils ont fait exprès de ne pas répondre à ces sollicitations parce qu'ils voulaient partir. L'hypothèse qu'on fait, c'est que l'intervention de la police est un élément déclencheur. Le suicide familial serait donc un projet théorisé, planifié et méthodiquement exécuté. Pourtant, dans cette famille, tout le monde n'avait pas rompu le contact avec l'extérieur. La sœur, par exemple, exerçait toujours son métier d'ophtalmologue. La sœur continue de travailler. Elle travaillait encore la veille du saut. Ce qu'on veut dire finalement en présentant comme ça le privilège immunitaire de l'œil, c'est que dans tous les cas, ces patients ont un terrain particulier. Pendant la période Covid, j'ai eu quelques rendez-vous avec elle. Elle a jamais insinué que ça lui faisait peur ou que le confinement avait été compliqué pour elle. Elle montrait pas de peur en tout cas. Au niveau professionnel, elle était très ouverte, très accueillante, avec le sourire, même quand elle parlait à ses secrétaires pour le rendez-vous. La description qui a été faite d'elle et la personne que moi ou que ma maman a connue, c'est le jour et la nuit. Alors, comment comprendre que la doctoresse ait pu elle aussi basculer dans le vide ? Selon son ex-mari, le rôle joué par sa sœur jumelle dans sa vie serait la seule explication. Nargis répétait très souvent qu'elle pourrait jamais vivre sans sa sœur, sa vie aurait plus aucun sens. On connaît précisément l'ordre du saut. C'était d'abord la sœur jumelle, puis la mère. Ça montre aussi cette relation, à mon avis, très spéciale entre ces deux sœurs, qui se suivent tout le temps et qui sont inséparables. Demeure néanmoins une ultime interrogation. Comment expliquer que les enfants aient pu adhérer à ce plan macabre ? C'est inconcevable d'imaginer qu'un adolescent de 15 ans et qu'une fillette de 8 ans sautent d'eux-mêmes d'un balcon du 7e étage et mettent fin à leur jour ainsi. Même si physiquement ils l'ont fait, c'était certainement sous une forme de contrainte psychologique de la part des parents. En effet, cette famille de médecins maîtrisait une technique de manipulation mentale bien connue. L'hypnose. Hypnose thérapeutique, oui. Nargis prenait des cours à l'hôpital, comme elle était ophtalmo. Et elle disait que parfois il faut faire un peu d'hypnose pour que le patient soit bien calme quand l'anesthésie ne marche pas. Personne n'a crié, personne n'a pleuré. On peut effectivement légitimement se poser la question de savoir s'ils n'étaient pas sous hypnose. Mais selon cet hypnothérapeute, il serait impossible de provoquer le suicide d'une personne sous hypnose sans son consentement. On ne pourrait pas amener une personne sur le bord d'un immeuble, la mettre dans un état hypnotique et lui dire saute dans le vide. Parce que les mécanismes de survie sont toujours en éveil et même plus actifs que dans un état d'éveil normal. Mon cerveau reptilien va se mettre en mode survie et ça le sortirait automatiquement de l'état hypnotique. Il y a une autre raison qui prouve que la tante n'a pas pu hypnotiser les enfants. Elle était déjà morte lorsqu'ils ont sauté.
Et si une situation hypothétique, l'hypnotiseur il mourrait, le lien thérapeutique serait rompu et ça le sortirait automatiquement de l'état hypnotique. On peut mettre quelqu'un dans un état hypnotique, sortir de la pièce et revenir 20 minutes après, il va être dans un état d'éveil. En revanche, selon cet expert, il serait tout à fait possible que Nasrine, la tête forte de la famille, ait pu endoctriner ses enfants au point de les pousser au suicide. La mère, elle, prend ce rôle, en fait, du gourou, décide de ce qui va se passer pour la famille. C'est des mécanismes de suggestion, de conditionnement. C'est relativement facile de conditionner des enfants. On conditionne nos enfants pour qu'ils se brossent les dents, pour qu'ils rangent leur chambre, pour qu'ils étudient bien à l'école. En fait, on leur répète des messages et ces messages répétés vont s'imprimer, en fait. Si on prend un petit enfant et qu'on commence de lui apprendre très tôt dans la vie que le monde est dangereux, que c'est difficile et puis que plus tard on va partir vers quelque chose d'autre, son cerveau va percevoir toute la réalité au travers de cette croyance-là. On peut presque en faire des marionnettes. Un enfant, si on lui donne pas accès à d'autres informations et à d'autres manières de penser que celles de ses parents, comment veut-on qu'il pense différemment que ses parents? Nous, on a cette pensée rationnelle, je saute dans le vide, je meurs. Mais dans le conditionnement, c'est pas ça. C'est, on a installé une croyance, je saute dans le vide et je vis quelque chose de meilleur. La famille imaginait vraisemblablement que ce saut était une sorte de départ vers un autre monde, mais pas un monde de mort. C'est pas simplement la crainte d'un monde hostile, c'est aussi la croyance en un monde meilleur après. Ce que très concrètement on ne sait pas, c'est quelles étaient ces croyances. Tout ça, c'est absolument mystérieux encore aujourd'hui. Après 1 an d'investigation, la justice suisse décide de classer l'affaire en raison de la disparition des responsables du drame. Les seuls griefs qui auraient pu être retenus auraient pu l'être à l'encontre des parents sur la responsabilité vis-à-vis des enfants, mais je dirais que le décès de ces derniers, de facto, met un terme aux poursuites pénales. Pour autant, la mort de cette famille n'a pas livré tous ses secrets. Seul, le fils aîné, aujourd'hui âgé de 17 ans, pourrait les révéler. Seulement, il en est incapable. C'est le seul survivant de ce drame qui a été hospitalisé en urgence, qui ensuite s'en est sorti physiquement, mais qui, selon la police, ne se rappelle rien du jour du drame. Il a quand même fait un saut de 25 mètres, ralenti par un palmier et amorti sur le corps à la fois de sa mère et celui de sa tante. On peut imaginer que ça laisse quelques traumatismes. Si on se met à sa place, c'est terrible. Il n'a plus de famille. Il est aujourd'hui sous tutelle des autorités vaudoises et hautement barricadé, entre guillemets, par la police qui essaye de faire en sorte qu'aucun journaliste n'entre en contact avec lui. On a un survivant, on a ce jeune garçon qui va devoir vivre avec tout ce qui s'est passé. L'objectif, c'est qu'il puisse assez rapidement avoir une vie la plus normale possible. Ça a marqué le quartier, ça a marqué le voisinage. Au dernier Noël, les gens ont mis encore des bougies, des fleurs et tout ça, vraiment. Je suis allée à Montreux, je suis allée sur les lieux du drame pour faire une prière pour elle. J'ai pas repris contact avec un ophtalmologue. C'est vraiment elle qui m'avait découvert mes problèmes, qui m'avait suivi. Et du coup, c'était dur pour moi d'aller voir quelqu'un d'autre. Je pense que si on n'est pas dans la tête de ces personnes-là, on peut pas comprendre ce qui s'est passé et qu'est-ce qui les a poussés à faire ce choix-là. Pour beaucoup de gens à Montreux qui les connaissaient, qui les fréquentaient, ils avaient aucune idée de ce qui se passait dans leur tête et dans leur appartement. Les gens qu'on côtoie tous les jours, on les connaît pas. Et c'est ça qui s'est passé avec cette famille. Ces images-là, ça reste à la tête. C'est pas évident, en fait, à oublier ça, hein. Quant aux 4 membres disparus de la famille, ils ont été enterrés dans le cimetière de Montreux, en Suisse. Presque 2 ans, jour pour jour, après le drame, ils y reposent dans la plus totale discrétion, à l'image de leur vie.
Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire des inconnus du lac. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL et RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.